Merci une fois de plus à Cap Digital et à ses partenaires de nous donner la chance de vous présenter un petit peu des nouveaux métiers qu'on accompagne. Pourquoi? Parce que déjà je résous une équation, je ne suis pas juriste. Je suis au mieux contract manager, c'est-à-dire que j'ai passé 6 ans en tant que directeur de la recherche à travailler avec mes juristes, des avocats, pour négocier des contrats de propriété intellectuelle, de conventions de recherche, de contrats de travail de chercheurs, etc. Et donc j'ai plutôt eu très envie, à l'issue de cette collaboration active, de les aider un petit peu à résister, tout du moins à accompagner leur transformation digitale, numérique, parce que leur métier change, vous allez voir, c'est ce que je vais vous expliquer. Et donc j'ai préféré plutôt vous présenter leur métier qui évolue et en quoi en formation, j'étais à l'ENS Paris-Saclay, donc je suis ingénieur scientifique. Et donc vraiment, je me place comme aidant pour les accompagner dans ces changements. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je suis cofondateur d'Hyperlex. Hyperlex, c'est une start-up qui développe un logiciel en ligne de gestion de contrats et d'analyse de contrats assisté par l'intelligence artificielle. Donc l'objectif, il y a bien une intelligence artificielle qui est là pour aider, accompagner les professionnels du droit, juristes, avocats, notaires, justement, à réaliser leur travail, soit en gagnant du temps pour qu'ils se concentrent un peu plus sur le travail à plus forte expertise, et justement délaisser un petit peu du travail répétitif à faible valeur ajoutée, du travail de robot. On est une start-up on a été créé en 2017 et donc on développe avec un certain nombre d'algorithmes, comme je vous présentais, soit de l'IA computationnelle, donc plutôt par apprentissage, comme on dit. Il y a aussi de l'IA symbolique, qui est plutôt des éléments d'arbre de décision, etc. Donc l'objectif, c'est que notre intelligence artificielle est capable de lire un contrat, donc de détecter, de reconnaître un contrat déjà, sa nature, est-ce que c'est un accord de confidentialité, un contrat de travail, et d'aller repérer dans ce contrat des éléments contextuels de l'information, donc par exemple les clauses, est-ce que ce contrat est signé, où est son titre, est-ce qu'il y a des annexes, quel est son sommaire, ou bien plus simplement, enfin plus difficilement plutôt, ensuite aller repérer les dates, les noms, les sociétés, tout ce type d'informations que le juriste ou l'avocat va exploiter pour réaliser son analyse juridique. Donc avec cette intelligence justement artificielle, on va pouvoir se débarrasser d'un certain nombre de tâches qui sont vraiment, enfin il est presque incroyable de penser qu'il existe des métiers dans lesquels de professions intellectuelles dans lesquels on va réaliser ce genre de choses à la main. Donc je vous donne un exemple, on travaille pour une étude de notaire où on a rencontré un notaire qui nous a expliqué qu'elle a dû trier donc une data room, donc c'est simplement l'ensemble des documents nécessaires à la vente d'un bien immobilier, donc suivant une certaine nomenclature qui est liée à la profession, donc qui contenait 20 000 documents PDF, donc tous lui ont été donnés en vrac par son client, donc ça veut dire ils s'appelaient tous 001.pdf, 002, etc. Donc elle a dû les ouvrir un par un pour savoir de quoi il s'agissait et en fonction de cette tâche, les renommer et les ranger dans des dossiers. Donc, vous voyez que ça l'a mobilisé pas mal, donc, et pas qu'elle, pour que enfin la donnée soit préparée pour qu'elle puisse réaliser son travail d'expertise, donc notamment d'audit. Et ce genre de tâches, et il y en a aussi les mêmes chez les avocats, chez les juristes, en entreprise. Notre objectif, c'est justement de les aider en réduisant le temps de suivi et d'analyse des contrats d'au moins 30%. Au moins, ça dépend quand même pas mal de la nature des contrats. Nous, on travaille sur des documents aussi scannés, PDF scannés, vous voyez. Donc parfois, en plus, si on travaille pour les notaires, ça peut des vieux scans, un petit peu manuscrits, etc. Et aussi de les accompagner dans la réduction de l'erreur humaine, parce que quand on traite 20 000 documents à la main, je ne vous cache pas qu'on est déjà un peu une machine, un peu un robot, et en plus de ça, on fait des erreurs. Alors il y a un autre point, donc je ne vais pas vous parler de technique. Pourquoi? Parce que mon métier, c'est de faire disparaître la technique pour que les juristes, les avocats, en fait, ne la voient quasiment pas.
Donc notre travail, c'est à la fois que l'outil soit suffisamment intuitif et puissant pour que tout se fasse de manière la plus naturelle possible. Donc ça, c'est un exemple flou de nos interfaces, mais l'idée, c'est que l'interaction avec l'intelligence artificielle va se faire sur le texte. Sur le texte va apparaître l'information nommée, les clauses, etc. Et le juriste va pouvoir simplement valider, interagir avec cette information. Donc le métier du juriste et de l'avocat, donc ils doivent se transformer. En gros, c'est très simple, ils doivent faire plus pour moins cher. Donc je vous donne l'exemple de l'avocat, mais ça se transpose très bien en l'entreprise. En gros, il y a un sondage annuel des Chief Legal Officers aux États-Unis où on interroge les directions juridiques sur quelles sont leurs attentes vis-à-vis de leur cabinet d'avocat. Donc qu'est-ce qui leur a fait changer le cabinet d'avocat? Donc pour 58%, c'est le premier critère, c'est le service client, voilà, l'interaction, etc. Bon, il faut voir que l'avocat qui est en face du client, à peu de choses près, c'est à peu près le même qui va aller collecter les données, le même qui va les traiter, le même qui va les ranger et le même qui va faire le service client et rendre l'information à la fin. Donc c'est compliqué quand on fait un métier de ce type d'expertise de répartir de manière équitable son temps sur toutes les tâches et de le faire donc bien. L'autre point, c'est qu'est-ce que vous auriez voulu voir changer chez ces cabinets d'avocats? Bien sûr, premier critère, réduire leurs coûts. Ils sont payés au tarif horaire, ils mettent beaucoup de temps pour faire plein de choses, et notamment aussi le tri des documents, la collecte d'informations, etc., mais au même tarif horaire, à peu près. Donc vous voyez que ça peut vite être compliqué. Et il y a une augmentation de la pression réglementaire et judiciaire. Simplement, on a un ressenti, nos pays se judiciarisent entre guillemets au sens que les entreprises ont de plus en plus facilement accès au droit, n'hésitent de moins en moins à faire appel à des avocats, des recours divers et variés. Et donc finalement, ça crée une certaine pression au niveau des entreprises, au niveau des directions générales, qui se tournent vers leur direction juridique et leur disent « il faut que tu m'aides », etc. Donc tout ça s'accélère. Je rajouterai une dernière couche qui est le changement, les startups, etc. Forcément, les modèles changent. On est habitué de plus en plus à du forfait, à connaître un peu le prix d'avance, ce genre de choses que les professions juridiques ne se sont pas encore complètement habituées à faire, mais d'autres le font pour eux. On connaît en France, par exemple, des Legal Start, ce genre de start-up qui proposent maintenant le droit, l'accès au juridique pour presque gratuit ou très peu cher pour les TPE. Et donc forcément, ça stresse un petit peu la profession. Comment est organisée aujourd'hui de manière assez schématique la répartition du temps de travail d'un expert? Donc elle est assez inégalement allouée. Ça, je vous ai donné simplement un exemple de comment répartir son temps de travail sur une tâche qui est une création de société. Donc là, j'ai mis en orange, c'est plutôt des cas un peu particuliers de création de société un peu complexes, et en vert, c'est plutôt des cas assez standards, ce qui est quand même une majeure partie des cas pour les sociétés en général. Les cabinets d'avocats spécialisés font des choses un peu plus compliquées, mais vous voyez qu'en fait, ce qui apporte le plus de valeur à l'avocat, enfin là où son expertise est le plus appelée, c'est sur la rédaction de l'acte, l'analyse du besoin client, la détection des cas particuliers, des choses comme ça. Et en fait, ce qui lui prend le plus de temps, c'est déjà ne serait-ce que relancer son client en lui disant « est-ce que tu peux me donner ta carte d'identité ?» ça, etc. etc. Et puis la partie procédure légale, administrative même, qui est aller contacter le greffe, etc. Donc c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, mais où il n'est pas nécessaire d'être avocat pour le faire. Si on prend une pyramide de l'expertise juridique, donc en cabinet ou dans une direction juridique, eh bien en fait, en gros, les choses qui sont à moins forte valeur ajoutée, entre guillemets, c'est souvent les juniors qui s'y collent. Donc ça se passe aussi sur des choses comme les due diligence, etc. Donc en fait, il faut avoir, pour faire toutes ces petites tâches répétitives, mais quand même obligatoires, en fait, on a une armée de juniors qui apprennent le métier comme ça. Et puis la partie plus forte valeur ajoutée, donc si je caricature, c'est un peu plus le senior. Bien sûr, une partie de ce travail-là est outsourcée, donc notamment les procédures juridiques. On a justement des professionnels qui sont là pour plutôt traiter l'interface avec le greffe. Donc il y a déjà une partie qui est déjà outsourcée pour ne pas que ce soit des avocats qui le fassent. Et donc tout ça se transforme et est chamboulé par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Enfin l'arrivée, comme on l'a cité précédemment, l'IA est un peu partout depuis longtemps. Il y a un peu une accélération en ce moment avec l'arrivée, le renouveau de ce qu'on appelle l'IA, en mauvais français, l'IA computationnelle, donc simplement l'IA qui apprend des observations qu'elle réalise sur les données.
Donc quelques stats assez impressionnantes, hein. Donc il y a en gros entre 20 et 30% du travail d'experts juridiques qui peut être automatisé. Si je prends le cas d'une IA qui est une IA israélienne, Logix, donc ils ont fait un concours il n'y a pas très longtemps, l'IA contre la machine contre le juriste. Le but était de revoir 5 accords de confidentialité. Donc là, c'est les stats. Donc l'IA était plus précise lors de 94% versus les lawyers à 85%. Sauf que l'IA a relu les 5 NDA en 26 secondes contre 1 à 2 heures pour les avocats. Bon, forcément, on ne peut pas. Il faut se dire que raisonnablement, quand on fait un travail de robot, en partie, bon, on ne peut pas se battre contre un robot, quoi. Voilà. Donc, c'est là où on intervient justement. L'idée, c'est de dégager les tâches de robot, entre guillemets, du quotidien de ces professionnels pour que se concentrent là où l'IA n'est pas bonne, c'est-à-dire comprendre les choses très complexes, les cas très particuliers. Enfin, pas que les cas très particuliers, les cas particuliers, toute la subtilité juridique, de la stratégie juridique qui doit être analysée par un être humain. Donc il y a eu pas très longtemps aussi une annonce là, de JP Morgan sur le fait que voilà, ils allaient prendre 360 000 heures d'avocats par an grâce à l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, la guerre est un peu déclarée. Et ce qui est en train de se passer, ben, simplement les cabinets s'outillent, eux aussi les cabinets, les directions juridiques, pour justement tenir un petit peu le rythme, mais simplement se mettre à ces nouveaux standards de technologie, comme tout cabinet ou comme toute profession. Donc la direction juridique, c'est un petit peu parfois le dernier bastillon pas attaqué par la technologie. Bon, faut voir que la plus grosse révolution technologique pour les juristes, c'est 1995, l'arrivée du comparateur, du suivi de modifications sur Word, qui est encore leur outil, et il faut dire qu'il est très pratique. Mais justement, depuis, ils n'ont pas forcément eu accès à des nouveaux outils, ou tout au moins des outils qui leur sont accessibles. Accessibles pourquoi? Donc, si je dois décrire quel va être le juriste, l'avocat augmenté, donc déjà, c'est un profil, c'est un professionnel qui est à l'aise avec l'ordinateur, avec un ordinateur. Il faut voir que ce n'est pas encore complètement le cas de tous. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie révolution dans les nouvelles générations de juristes et d'avocats qui est en train de se passer. Nous, on le voit en tant que start-up Legal Tech, c'est qu'on voit des gens qui ont fait du cabinet, qui tapent à notre porte en disant « j'aimerais travailler avec vous pendant 1 ou 2 ans », ou des stagiaires qui comprennent qu'en plus d'un stage en cabinet, ils doivent faire un stage en start-up, en Legal Tech, pour comprendre ces outils qui vont demain complètement être intégrés dans leur quotidien. Alors, en quelques sous-tâches de ce nouveau juriste-avocat. Donc vous voyez qu'il n'y a pas juriste augmenté, il n'y a pas de tâche de programmation, ça c'est clair, je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu, mais il y a des avocats qui se forment à coder des smart contracts, c'est super intéressant, super impressionnant, c'est pas du tout inaccessible, hein, justement comme il a été signalé, il faut du temps et il faut comprendre que la machine n'est pas votre ennemi, donc c'est aussi un peu de temps de sympathie pour s'entendre. Voilà. Donc une première tâche, c'est le concepteur d'IA. En effet, un juriste, un avocat serait a priori la meilleure personne pour construire une intelligence artificielle. Donc déjà, quand on parle d'intelligence artificielle, donc je vous ai donné des exemples là, les plus éloquents sur ce qu'est l'IA moderne. Je vais me faire taper si je dis ça, mais il faut voir qu'on voit des capitaines contrats, Legal Start, etc., qui automatisent des contrats avec une série de questions. Ça peut passer par des chatbots aussi, etc., de manière aussi très symbolique, très déterministe. Et en fait, c'est aussi de l'intelligence artificielle. C'est des outils très puissants qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans la rédaction d'actes. Et quand vous êtes juriste et avocat, en fait, vous êtes la meilleure personne pour définir quels vont être les scénarios de cas, de questions, de réponses à traiter qui vont conduire à tel type de contrat, à telle clause, à tel cas particulier. Il faut voir que en fait, les juristes historiquement, les avocats historiquement, ne sont pas du tout formés à ça, à construire un arbre de décision. C'est quelque chose d'assez nouveau, c'est quelque chose qui est en train aussi de rentrer bien dans l'esprit des nouvelles générations, qui seront capables de construire ces arbres de décision et les saisir dans des outils qui leur permettront d'automatiser ce genre de choses. Ok, ça marche. Donc les derniers cas, l'entraîneur d'IA, donc là cette fois c'est pour les IA qui apprennent, donc telles que celles que nous définissons. En fait, notre IA va apprendre simplement de l'interaction avec l'utilisateur. Le juriste nous présente la donnée qu'il cherche,
On comprend, on apprend, on lui repropose, on lui resuggère la prochaine fois dans un autre type de contrat, et il valide ou il corrige. Et comme ça, en interagissant simplement par suggestion, on va arriver à comprendre, in fine, qu'est-ce qui définit une date de fin de contrat, qu'est-ce qui définit une clause de renouvellement, qu'est-ce qui définit un accord de confidentialité. Et donc là, la meilleure personne, mais ça c'est vrai pour toutes les professions, hein, pour apprendre à une intelligence artificielle, c'est un expert. Ce qui est un peu le côté un peu cynique, hein, parce qu'on a l'impression de former la personne qui va nous remplacer, mais simplement c'est la personne qui va faire un peu moins évidemment que nous et de manière moins précise. Et justement, ça amène le cas du superviseur d'IA. Je m'imaginais faire la démo avec Siri, mais je pense que ça ne va même pas s'activer. C'est de vous demander à Siri de vous dire bonjour. Je pense que Siri ne comprend rien. Et quand on voit ça, on se dit qu'on a encore un peu de marge avant de parler à un avocat complètement remplacé par une intelligence artificielle. C'est contrôler le travail de l'intelligence artificielle. Et bien évidemment, l'IA va être là pour pré-mâcher le travail, faire des suggestions, faire une proposition de tri, etc. Mais il faut repasser derrière, il faut vérifier. C'est jamais 100% de précision, c'est peut-être 80, 90%. Même quand c'est 98%, si on a derrière 2,5 millions de documents, ben en fait, 2% de documents, c'est encore beaucoup hein, sur 2 millions. Pareil sur un texte de 5 ou 30 pages, 1% d'erreur sur une compréhension de caractères, ben, il y en a pas mal, des caractères ou des mots dans un contrat, donc il y a du travail de relecture. Et enfin, ben, la dernière, un peu pour l'ouverture, c'est le juge de l'intelligence artificielle. Bon, il y a tout le sujet de la responsabilité, bien sûr, des intelligences artificielles. C'est assez bien traité quand même. Mais simplement, ben, vous êtes juriste d'une société qui a des chatbots ou des intelligences artificielles qui dialoguent avec vos clients, qui prennent des décisions de conseils juridiques auprès de vos commerciaux. Bon, ben, il va falloir traiter les cas où malheureusement ça ne s'est pas bien passé il va falloir être capable de défendre votre intelligence artificielle ou simplement d'attaquer celle des autres. Voilà.